Bon, je ne sais pas, mon ordinateur, il y a une configuration qui fait que des fois, le Wi-Fi se déconnecte tout seul, donc je peux revenir sur le téléphone de temps à autre. Mais l'idée, c'est que vous avez cette présentation déjà et qu'on évolue ensemble sur vos supports à vous. Donc, je me suis présenté. Je pense que vous connaissez bien Pass Études. Vous avez reçu la vidéo de l'entreprise. On commence avec le module cardio. Donc, c'est un module cardio. Je tiens à rappeler que quand on fait les modules, chaque année, il faut répondre de façon actuelle, c'est-à-dire qu'il faut donner les réponses les plus actuelles possibles, donner les réponses les plus à jour possibles. C'est-à-dire les réponses de cette année ne sont pas les réponses de l'année dernière, par exemple. Donc, vous accueillez au saut Madame K, 92 ans, pour un tableau de malaise dans ses antécédents. Vous notez infarctus du myocarde inférieur traité par stent actif 5 ans avant, sous clopidogrel, aspirine, bisos, pantoprazole, 3 embolies pulmonaires sans facteur déclenchant sous fluindione, c'est un AVK. HTA sous condensartan, une PTH gauche en 2005 et une cholécystectomie. L'examen clinique retrouve une pression artérielle à 9,4, un pouls à 105, une patiente qui est quand même dyspnéique avec de dyscrésomies. Le ECG retrouve une tachycardie sinusale sans argument pour une ischémie myocardique. Donc, vous faites un bilan bio, vous avez une créate à 100, vous avez l'urée à 24, l'hémoglobine à 9, le VGM à 85, donc on est normocytaire, les leucocytes à 9, le TP à 46 et l'INR à 2,6. Donc, on est voilà à peu près. Donc, lors de votre surveillance, en fait, la dame présente une débâcle diarrhéique associée à du méléna. Alors, quelles sont les 6 premières questions? Quels sont les signes cliniques de choc hémorragique? Ça, c'est vraiment les questions de base hein, pour essayer de vous relancer. On va essayer d'aller vite parce que ce n'est pas vraiment l'intérêt de ce cas. Je suppose que vous avez remarqué que l'intérêt de ce cas, c'est vraiment de comprendre l'insuffisance cardiaque et toutes les petites pathologies qui gravitent autour. Alors, quelles sont les signes cliniques de choc hémorragique? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez apporté comme réponse, vous. Allô, est-ce que vous êtes connecté? Je ne sais pas si vous êtes connecté. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah ouais, mais il faut me faire signe parce que vous savez, des fois, la connexion, c'est compliqué. Hein. Et la question, c'est quoi les signes cliniques de choc hémorragique? Allô? Oui. Alors, ce que moi j'ai dit à ce niveau, c'est les signes d'un choc hémorragique, c'est
il y a la preuve d'abord d'un saignement extériorisé, d'une hémorragie extériorisée, enfin, avec la tachycardie, l'hypotension, l'atteinte neuro comme l'état d'agitation, le trouble de la vigilance, la pâleur, la sueur, les extrémités froides, les marbrures, la polypnée. Enfin, c'est tout ce que j'ai écrit. Je sais que peut-être qu'il faut grouper ces signes, mais voilà, comme ça, c'est ce dont je me souviens. D'accord, c'est juste ça l'idée, hein, mais c'est pas une vraie question. C'est vraiment pour vous rappeler, à mon avis, les fondamentaux et la toute base, quoi. C'est vraiment la toute base. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Donc, le choc hémorragique, théoriquement, c'est juste les signes de l'état de choc que vous connaissez et avec une étiologie hémorragique, c'est-à-dire une hypovolémie importante liée à une perte de sang, donc qui se traduit par une tachycardie, possiblement une tachypnée, des marbrures, la froideur des extrémités, la tension qui peut être très très basse. Maintenant, vous pouvez avoir d'autres éléments du choc comme l'acidose lactique ou alors des autres éléments que vous connaissez très bien. Mais l'idée, c'était vraiment de voir aussi votre niveau de connaissance par rapport à ce que chacun va dire de ce qu'il sait de ça. Et voilà, c'était juste une question d'entrée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, pas du tout. D'accord, on passe à la seconde question. Quelles sont les caractéristiques des œdèmes d'origine cardiaque? Ça, c'est vraiment des questions pour essayer de vous remettre un peu dans le bain avant qu'on évolue vraiment vers le cas. C'est des questions qui peuvent être posées à l'épreuve théorique des EEC, hein, c'est-à-dire des questions plutôt généralistes et pas centrées sur le cas forcément. Allô? Oui, Alors, ce que moi j'ai dit, c'est les œdèmes d'origine cardiaque sont d'installation progressive. Ils prennent le godet et ils sont d'évolution ascendante, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'ils suivent la gravité. C'est-à-dire qu'enfin, ascendante, c'est qui vont de... Attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, des membres inférieurs et qui montent. d'accord. Est-ce que quelqu'un a autre chose à dire par rapport aux œdèmes d'origine cardiaque? Je dirais que ce sont les œdèmes déclives qui apparaissent dans les parties déclives. Ce sont des œdèmes qui ils sont souvent bilatéraux ou symétriques, parfois indolores et prenant le godet. D'accord. La seule chose que moi je peux ajouter à ce que vous avez dit qui est déjà très très vrai, c'est que essayez d'organiser votre réponse hein, en commençant toujours par l'inspection, hein, par la palpation. Voilà. Comment ils sont à l'inspection, comment ils sont à la palpation. La seule particularité que je veux rajouter, c'est que c'est effectivement des œdèmes qui prennent le godet, mais qui des fois, comme vous avez dit, peuvent être déclives, c'est-à-dire que chez les patients qui sont alités, vous n'aurez pas forcément les pieds qui gonflent, mais ça peut avoir des localisations au niveau des lombes, surtout au niveau des régions lombaires chez les patients. Au niveau de la région poplitée aussi, des fois quand les gens sont allongés, l'effet de gravité fait que l'eau diffuse et du coup, vous retrouvez des œdèmes vraiment au niveau des lombes et aussi derrière en région poplitée. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut faire
auxquels il faut faire attention. Les œdèmes, ce n'est pas toujours aux extrémités des membres inférieurs, ça peut remonter jusqu'aux régions lombaires et c'est obligatoire dans l'examen physique de patient cardiaque d'aller regarder les lombes pour voir si les lombes sont infiltrées. Parce que des fois, vous avez les lombes infiltrées, le reste du corps qui a l'air sec, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'œdème alors qu'effectivement, ce patient il est en rétention hydrique. Voilà, voilà. Alors, quelles sont les causes d'élévation de l'urée? Qu'est-ce que vous apportez comme réponse ici? Ça, c'est des questions générales, hein, ce n'est pas forcément ciblé sur le cas. C'est vraiment des questions pour essayer de vous faire réviser tout en général. C'est ça le but aussi. Alors, quelles sont les causes de l'élévation de l'urée? Je peux essayer. Oui, la parole est libre. Hein. Oui, bon, je suis juste arrivé au milieu. Je suis avoir des précisions. Les causes de l'élévation de l'urée dans le cadre du choc hémorragique. Ah non, non, non. Les questions ne sont pas forcément liées entre elles. Mais bon, les causes d'élévation de l'urée, c'est de façon générale. Hein. Ah, ok, parce que là, je viens d'entrer. Peut-être que je vais revenir. Oui, parce que je n'avais pas vu les cas. Je n'avais pas vu l'énoncé. De toutes les façons, si vous mettez à l'esprit qu'on est sur une insuffisance cardiaque, il faut juste nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui peut être la cause d'élévation de l'urée ici. Supposons même qu'on parle de l'insuffisance cardiaque. En fait, la question, c'est du coup, qu'est-ce qui peut vous donner une insuffisance rénale aiguë dans un contexte d'insuffisance cardiaque? C'est peut-être ça la question, à mon avis, aussi. Parce que il arrive, vous savez que quand on a une décompensation cardiaque aiguë, on peut se mettre en insuffisance rénale. Et ce sera généralement une insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire élévation de l'urée, élévation aussi de la créate. Mais bon, l'urée dominant souvent dans ce type de pathologie aiguë avec un rapport urée sur créate que vous calculerez, que vous savez comment il doit être dans les maladies aiguës. Et donc, l'idée, c'est de savoir, en fait, ouais, j'ai une insuffisance cardiaque, mais c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui peut causer une élévation de l'urée dans un contexte comme celui-ci? Bien évidemment qu'en dehors du contexte d'insuffisance cardiaque, il faut comprendre que c'est un patient qui a du méléna, très, très important, donc il saigne dans son tube digestif. C'est un patient qui a une décompensation cardiaque. C'est un patient. Là, je vous donne un peu des clés de réponse parce que je sais que ce n'est pas des questions faciles, hein, mais le but aussi, c'est de vous montrer que, voilà, des fois, vous avez besoin d'aide pour comprendre un peu la logique des cas cliniques et développer des astuces pour répondre. Donc, c'est un patient qui saigne, d'accord, il a une insuffisance cardiaque, il décompense sûrement son problème cardiaque sur son saignement. En plus, il est sous double anti-agrégation plaquettaire. Donc, il a de l'aspirine, du clopidogrel. Il a des antécédents d'embolie pulmonaire. Il est sous AVK. Donc, on a un gros patient cardiaque qui fait une décompensation cardiaque sur saignement digestif. Et maintenant, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui peut être la cause de l'élévation de l'urée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire une élévation de l'urée là? Je laisse la parole à qui veut la prendre. Si vous n'avez pas d'idée, je préfère quand même que que l'un d'entre vous dise je ne sais pas, voilà. Comme ça, moi, je vous donne la réponse et on discute si ma réponse est convaincante pour vous ou pas, sachant que je n'ai pas une correction type de ce cas. Hein. C'est une discussion, après vous allez relire.
Il n'y a pas de correction figée. Si vous n'avez pas de réponse, vous me dites, hein, et puis moi, j'évolue. Honnêtement, pour ma part, moi, j'ai Dans plus les de cas réponse. présents, dans OK. les, Non, je peux essayer. Dans les cas que vous avez évoqués, donc insuffisance cardiaque avec Mélina et tout ça, ben, ouais, moi je dirais que on se retrouve face à une hypovolémie avec d'accord. déshydratation Oui, et tout du à fait, coup hein, il y a hypovolémie, ça peut voilà, faire ça, déshydratation, ça peut faire ça. oui, Je suis d'accord avec oui, vous. moi je Mais quoi pense à ça. d'autre? Il faut aller plus loin. Le problème, c'est que ça, c'est des réponses correctes, hein, mais il faut vraiment aller plus loin dans Mm. l'analyse du cas clinique. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal? Bon, il faudra lire dessus pour ceux qui ne savent pas. Donc, on peut faire un syndrome cardio-rénal, c'est-à-dire avoir une grosse décompensation cardiaque qui entraîne une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle justement par déshydratation, par hypovolémie et tout ça, mais c'est très spécifique, ça s'appelle le syndrome cardio-rénal. Maintenant, il y a plusieurs types de syndromes cardio-rénaux, mais je pense que le mot qu'on veut faire ressortir ici, c'est le syndrome cardio-rénal, qui effectivement montre que vous avez compris que quand j'ai un problème cardiaque, je regarde aussi les reins. Deuxième chose, c'est un patient qui saigne dans son tube digestif. La digestion de sang dans le tube digestif produit forcément de l'urée, hein, qui d'ailleurs est souvent toxique, peut entraîner des encéphalopathies. Et oui, c'est vrai que la présence de saignements digestifs peut causer une élévation de l'urée. Donc, on a quand même un patient chez qui une hypovolémie simple peut causer une élévation de l'urée. Une déshydratation simple peut causer ça. On a un patient chez qui la décompensation cardiaque en elle-même peut aussi causer ça parce que c'est une entité particulière, le syndrome cardio-rénal. Donc, c'est la décompensation cardiaque avec la décompensation rénale derrière. Alors, c'est pourquoi vous avez souvent les patients cardiaques qui sont en forte décompensation, qui ont une insuffisance rénale aiguë. Et quand vous forcez quand même avec le Lasix, pour les dépléter, vous améliorez la fonction rénale en retour. Et ensuite, quand ils sont suffisamment déplétés, vous arrêtez le Lasix, vous réhydratez. En fait, c'est toujours un jeu entre les deux fonctions cardiaques et rénales. C'est primordial de connaître le syndrome cardio-rénal quand on veut s'attaquer à un dossier d'insuffisance cardiaque. D'autant plus qu'il y a un patient qui saigne, donc voilà, il y a d'autres possibilités qui aggravent le risque ici d'insuffisance rénale. Alors, la question 4, techniquement, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé, ce n'est pas une question cardio, donc on va passer dessus, mais je pense quand même que ça pourrait être intéressant pour vous de savoir un peu comment est-ce qu'on fait une prise en charge de Mélina en urgence, bon, certainement transfusion, machin et tout, coloscopie et tout, mais bon, c'est pas une question de cardio, j'aurais dû la faire sauter. On poursuit l'exposé. Vous contrôlez l'hémoglobine après le début des symptômes digestifs, d'accord? Vous avez l'hémoglobine à 7,5. Vous décidez de transfuser. Bon, c'est ce que je vous disais plus haut, hein. Donc, logiquement, il saigne, décompensation cardiaque. Il faut absolument transfuser pour essayer de l'aider. Vous décidez de transfuser. Docteur, si tu partages le cas, on ne le voit pas. Hein. Ah, vous ne voyez pas le cas? Si, moi, je le vois. Non. Je laisse, c'est parti. Oui, Ah on bon? voit le cas. Et si on voit. Je suis à énoncé 2 sur 3. Énoncé 2 sur 3, oui, c'est bon. C'est On voit bon? le cas. Bon, c'est que je vais essayer de me reconnecter. Alors, moi, je ne vois pas. Ah, d'accord. Mais sinon, vous l'avez aussi dans votre téléphone. C'est pour ça que je fais les deux parce que des fois, la technologie nous lâche et puis il faut quand même avoir un support physique. Donc, voilà. Donc, en fait, vous décidez de transfuser et durant le deuxième culot globulaire, ouais, c'est quand même intéressant de savoir ça. La patiente présente un épisode de dyspnée associé à une fièvre à 39, pression à 100 sur 5, le pouls à 90. Il n'y a pas de marbrure et les extrémités sont chaudes. Vous voyez déjà la différence par rapport à vos réponses à la première question. Donc, on essaie déjà de vous dire, voilà, on n'est plus dans le choc hémorragique. Faites attention. À l'auscultation, vous avez des crépitants bilatéraux et on note aussi quelques œdèmes des lombes.
Je vous en parlais tout à l'heure, des œdèmes des régions lombaires. Attention. Du coup, c'est quoi vos hypothèses diagnostiques devant un tel tableau? On vous demande juste 2 diagnostics. On peut émettre plusieurs hypothèses diagnostiques devant un tableau comme ça. Si ça arrive en cours ces jours pendant que je transfuse un malade, je commence à bidouiller dans mon cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez une idée, vous, de tout ça? Allô? Oui. Alors, je ne sais pas trop comment formuler, mais sur les critères de cette patiente est insuffisante cardiaque, et là, elle présente une dyspnée, une fièvre. Il n'y a pas de marbreur, oui, mais la tension un peu abaissée. Sur son terrain, je dirais qu'elle fait une décompensation d'insuffisance cardiaque gauche avec OAP. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais voilà mon premier diagnostic. Ouais, oui, premier diagnostic, on en discute. Je ne sais pas les autres. Qu'est-ce que vous pensez de son premier diagnostic à elle avant qu'elle ne donne le deuxième? Bon, je ne sais pas si je peux donner d'abord ce que je pense aussi. Oh, mais discutons d'abord. Je préfère qu'on discute parce que c'est vraiment les discussions qui vont vous enrichir dans la compréhension des cas. Discutons son diagnostic et ensuite elle donne son deuxième. Et après, peut-être quelqu'un d'autre prendra la parole à son tour pour dérouler aussi ce que lui pense de tout ça, quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à son diagnostic à elle? Alors, par rapport à son diagnostic, je serais aussi parti sur ce point, mais moi j'aurais plutôt, étant donné que c'est à la deuxième transfusion qu'on a ces manifestations, moi je serais parti dans le sens d'une surcharge liquidienne, donc les accidents transfusionnels qu'on peut avoir, type de surcharge liquidienne. D'accord? C'est tout à fait possible, hein. Donc, oui, on est d'accord avec la collègue que c'est une hypothèse, même si ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une fièvre à 39. Attention, c'est une transfusion de kilos. Donc, en termes de volume, oui, c'est du volume, mais voilà, c'est tout à fait possible que voilà, un cœur trop fragile ici décompense sur une telle transfusion. Oui, c'est possible, mais c'est pas, voilà, ça vient pas en premier quand même, parce qu'il y a quand même la fièvre à 39. On a des crépitants bilatéraux, on a des œdèmes des lombes. Oui, ça peut être des signes de surcharge. Donc, oui, ça, c'est un facteur de ce que la collègue disait. Mais oui, le problème, c'est la fièvre à 39 qui fait que, voilà, on sait que dans l'insuffisance cardiaque, techniquement, il n'y a pas de fièvre, on n'a pas de foyer pulmonaire, donc on a des crépitants bilatéraux. Donc, on suppose que, voilà, oui, il y a de la surcharge. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une part cardiaque évidente ici, il y a une bonne part cardiaque. Donc, on peut valider la réponse de notre collègue. C'était quoi, du coup, la deuxième réponse? Honnêtement, je suis un peu dubitatif. En fait, c'est à cause de la fièvre qu'il y avait. Moi, j'ai pensé à une bronchopneumopathie, mais juste parce que, voilà, il y avait cette fièvre, il y a la dyspnée chez une personne âgée comme ça. Mais est-ce que ça colle avec la transfusion? Enfin, je sais pas, mais Ouais, voilà. mais non. J'attends le deuxième. Non, là, il n'y a pas vraiment d'argument en faveur d'une infection Ouais. pulmonaire, hein, parce qu'on n'a pas de foyer précis, on a des crépitants, on a des œdèmes. Là, c'est vraiment un diagnostic différentiel en situation de doute. Le Mm. but ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver la réponse, mais le but ici, c'est vraiment que vous êtes dans une situation de doute. Il y a un gros différentiel qui ressemble à votre pathologie principale. Et là, c'est clairement ce qu'on appelle le, le trali. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le trali. Ça vous dit quelque chose?
Non. Le trali, Le trali, on est toujours dans des accidents transfusionnels. voilà, on est dans les accidents transfusionnels, le trali. Oui. Quelqu'un peut me dire ce Et que c'est? C'est un terme anglais, mais en fait, c'est oui, pour dire, oui, je peux. allez-y. Est-ce que je me rappelle? Le trali, ah, non, je ne saurais pas définir. Ouais, c'est le transfusion related acute lung injury. C'est en fait vraiment une lésion pulmonaire, hein, généralement bilatérale, comme vous la voyez, qui a quelques signes de décompensation cardiaque qui associe notamment des œdèmes aussi, mais surtout une fièvre. Le contexte transfusionnel ici, c'est vraiment celui qui peut faire penser à un trali en premier, parce que ça, c'est une lésion pulmonaire aiguë qui survient dans le contexte transfusionnel et qui s'associe donc parfois à ces signes-là qui peuvent faire penser à une décompensation cardiaque. Donc ici, l'idée, c'était vraiment de penser à ça aussi dans un contexte comme celui-ci, même si c'est la décompensation cardiaque qui vient en premier, parce que c'est ce qui semble évident. Mais voilà, décompenser sur 2 kilos globulaires, il faut quand même avoir le cœur qui n'est pas très, très en forme, mais c'est tout à fait possible, mais ça reste assez exceptionnel. Peut-être que vous lirez sur le TRALI, TRALI, pour ceux qui prennent des notes, pour essayer de voir comment ça se manifeste cliniquement. Et l'idée ici, c'est que vous avez des patients insuffisants cardiaques qui sont souvent transfusés. L'idée, c'est juste de faire attention si vous avez un tableau comme ça et de pouvoir évoquer les différentiels qui s'appliquent. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde ou si vous avez des commentaires, sachant une fois de plus que on discute, moi aussi je discute avec vous. Alors, peut-être que j'ai un peu plus d'expérience, pas beaucoup, mais voilà, pour reconnaître ce type de situation, mais je peux aussi me tromper et c'est dans la discussion qu'on trouve les solutions. L'idée, c'est vraiment de discuter, sachant que moi, je vous donne juste les clés de compréhension. Je vous dis juste que c'est une dame qui a 7,5 d'hémoglobine, qui a été transfusée durant le deuxième culot globulaire. C'est pas le premier, donc c'est le deuxième. Ça veut dire que oui, l'hypothèse de surcharge, on peut y réfléchir, mais il y a la fièvre. La fièvre, ça ne fait pas surcharger. Donc, soit c'est un trali, comme c'est très probable ici, soit alors c'est une infection, c'est peut-être une infection transmise par la transfusion, mais ça, c'est encore un autre débat. Voilà. S'il vous plaît, je vais revenir sur le trali. Vous avez dit il est fait de quoi? Je ne vais pas bien piger. Le trali, oui. Je disais que le trali, comme entité pathologique, c'est lié à la transfusion, mais c'est une atteinte spécifique des pulmonaires. C'est en fait le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. En français, ça s'appelle le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. C'est assez rare, mais c'est généralement une dyspnée qui survient mais vraiment après, brusquement après les transfusions et qui s'associe à de la fièvre. Généralement, la tête pulmonaire est bilatérale, ce qui conforte effectivement que c'est plutôt immunologique, c'est-à-dire lié à la transfusion sanguine. C'est vraiment la tête pulmonaire bilatérale qui le fait. Et donc, dans le trali, vous pouvez avoir des signes bizarres, trompeurs, comme des œdèmes qui s'associent, mais surtout une fièvre. C'est vraiment la fièvre ici qui est spécifique du trali, ce qu'on appelle en anglais transfusion related acute lung injury, ce qu'on appelle en français syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel, qui est un bon différentiel dans cette situation-ci d'une décompensation cardiaque par surcharge. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit du cas clinique maintenant. Là, je compris. Merci beaucoup. D'accord, donc c'était pour vous parler du trali et voilà, de faire attention à certains syndromes. Il y a une fièvre, il y a plein de trucs, voilà. Allez, on évolue. Alors, votre prise en charge, oui, effectivement, soit vous allez faire une prise en charge de décompensation cardiaque, soit vous allez faire une prise en charge de trali. Alors, la prise en charge de trali, techniquement et logiquement, c'est déjà
ce que de faire un traitement purement symptomatique, hein. Après, maintenant, faire une analyse globale et s'il y a besoin, par exemple, comme ça s'associe souvent en fait à des compensations cardiaques, s'il y a besoin de dépléter le malade aussi, peut-être le faire, mais c'est, disons que le traitement, c'est assez spécialisé. De toute façon, vous ne le ferez pas seul en milieu spécialisé. Parfois, il faut une assistance respiratoire, parfois, il faut une grosse oxygénothérapie, mais le trali, ça reste rare, hein, et voilà, c'est un traitement symptomatique, je pense. Maintenant, le traitement de la décompensation cardiaque, vous savez, techniquement, en clinique aujourd'hui, c'est le Lasix qu'on utilise pour soigner les décompensations cardiaques graves. Alors, des fois, le Lasix peut ne pas être efficace ou alors avoir trop d'effets indésirables, ce qui peut pousser à associer un deuxième diurétique par une autre voie. Mais bon, ça reste très, très spécifique. Après, en termes de dose, c'est vraiment compliqué, hein. Je pense il faut être en face du cas pour savoir quoi faire. Mais généralement, en clinique, en pratique clinique, si vous avez des décompensations cardiaques, je vous conseille de mettre dans vos réponses des pouces seringues de Lasix, c'est-à-dire de Lasix en continu. C'est toujours plus intéressant que de mettre de Lasix matin et soir. Donc, ce qu'on essaie de faire maintenant en aigu, c'est vraiment de mettre du Lasix en pouce seringue, c'est-à-dire en continu. Maintenant, les doses, ça dépend du poids du malade, ça dépend de comment vous le trouvez, ça dépend de s'il est trop surchargé ou pas, et c'est vraiment à ajuster au suivi biologique. Mais je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Le but de cette première séance, c'est pas non plus de vous donner trop d'informations au point où vous ne reteniez rien. C'est vraiment de poser des bases du module cardio, de vous faire un peu revisiter tout ce que vous aurez à checker dans le module cardio pour une bonne préparation des EEC. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire par rapport à cette question 6, que je n'aborde pas en détail maintenant, parce que je pense qu'on reviendra bien dessus quand on sera un peu plus avancé dans la formation, parce que là pour le moment, je pense qu'il faut fixer les bases et vous dire un peu en général ce qui est attendu, sachant que la discussion des cas qu'on fait, ce n'est pas forcément ce qu'on attend de vous à l'écrit, hein, c'est-à-dire à l'écrit, il y a une autre façon d'écrire tout ce qu'on se dit, mais ça, on va vous le dire, c'est une autre étape de la formation. Mais là, c'est le raisonnement clinique. Est-ce que vous avez des éléments à nous dire par rapport à la question 6? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent d'aller un peu plus loin, de proposer quelque chose de vraiment structuré par rapport à cette question 6? Allô? Oui, on est là. Vous n'avez rien à dire? Moi, je pense que bon, l'attitude que vous avez donnée bon, semble être correcte dans le sens où vous avez dit que c'est un traitement qui est symptomatique. Et voilà, s'il y a surcharge, bon, on va agir sur la surcharge. Et bon, s'il y a la fièvre, on va agir sur la fièvre. Et voilà, s'il y a une désaturation, on va agir sur ça. Et voilà, ben, ça sera traité comme vous l'avez dit, soit comme une décompensation cardiaque, ou soit une décompensation pulmonaire ou une insuffisance pulmonaire, comme vous l'avez dit. Je pense que beaucoup plus, on va d'abord agir sur la symptomatologie, peut-être voir les pathologies sous-jacentes et avoir maintenant un traitement spécifique par rapport à la pathologie, si c'est une intervention cardiaque ou autre chose. D'accord. C'est vraiment, là, ce que j'attends de vous, c'est pas trop les réponses justes, parce que je sais que vous ne pouvez pas les avoir. De toutes les façons, on commence la préparation. C'est normal de ne pas savoir. Il ne faut pas que les gens soient frustrés. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est vraiment le raisonnement, c'est-à-dire comment j'ai un dossier en main, comment j'aborde les choses, comment je réfléchis, comment j'essaie de trouver des solutions, comment j'essaie d'aller plus loin que
mon concurrent au concours, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que les autres candidats, de vous faire remarquer parce que vous avez une réflexion pertinente. C'est vraiment ça l'essentiel. Après, maintenant, comment est-ce qu'il faut dire les choses? Ça, je vous ai dit qu'on vous le redira plus tard. Mais là, vraiment, j'essaie de vous faire réfléchir un maximum de façon logique, de façon adaptée et d'essayer de démarrer en fait sur toutes les pathologies qu'on vous donne. Sachant que la cardio, c'est toujours une grosse partie de l'examen, c'est toujours un peu cardio. Voilà. Bon, Moi, je suis d'accord avec donc vous moi, hein, là pour le raisonnement. Oui, allez-y. j'ai une petite préoccupation ou deux. Bon, sans vouloir aller plus loin, comme vous avez dit, mais histoire de rester un peu en surface. Oui, Étant donné que c'est au cours de la deuxième transfusion que ça apparaît, on va dire oui. qu'on est en cours de transfusion. Et Moi, peut-être même est-ce que après, hein, j'arrête je là? pense. C'est après? Ah Peut-être que oui, j'ai sinon pas c'est bien vu. durant. C'est Ouais, durant. vous Voilà, arrêtez la voilà. transfusion. Ouais. J'arrête la transfusion. Donc J'arrête vous la l'arrêtez. transfusion. Mais bien sûr, Voilà. hein, bien sûr. Et une autre question, bon, sans vouloir aller plus loin, bien sûr, est-ce que je déclenche une enquête hémovigilance ou pas? Alors oui, obligatoirement, tous les accidents transfusionnels doivent faire l'objet d'une déclaration d'hémovigilance. Et aussi, voilà, vous pouvez faire une enquête immunologique, hein, c'est-à-dire essayer de revoir est-ce que les rails ont été bien faits, parce que c'est très immunologique ce truc-là. Donc après, oui, il faudra faire une grosse enquête immunologique derrière. Ça aussi, vous pouvez l'ajouter. C'est vrai qu'on est resté sur le versant cardio, mais voilà, vous pouvez aller plus loin en disant ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. C'est ça l'intérêt de la discussion. Dire qu'on peut faire une enquête immunologique, on peut arrêter la transfusion, faire une déclaration, faire une enquête immunologique hein, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et voir ce qu'on peut retrouver comme cause à tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous voyez autre chose? Je vous rappelle quand même que là, on n'a pas vraiment bien répondu à la question quelle est votre prise en charge parce que souvenez-vous que les EVC, c'est un examen très, très vicieux. Et quand on vous pose la question, quelle est votre prise en charge, ce n'est jamais en un seul point que vous répondez. C'est-à-dire, il y aura un premier tiret où vous dites en urgence. Effectivement, j'arrête la transfusion, je fais faire une déclaration d'hémovigilance, je fais un traitement symptomatique. Si le malade est en surcharge, si signe de surcharge, je déplète, perfergant pour le machin, oxygénothérapie, scope, ça c'est les malades qu'il faut peut-être scoper à mon avis. Comme ça, s'il y a une urgence et qu'il faut peut-être l'intuber, voilà, qu'on réagisse assez vite. Voilà, vous faites ça donc en urgence maintenant, après l'urgence, donc à distance de l'urgence. Effectivement, c'est peut-être là qu'il faut faire j'ai peut-être confondu, mais à distance de l'urgence, c'est là qu'il faudra faire toutes les déclarations et l'enquête immunologique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Bon, de toutes les façons, on va vous apprendre tout ça, c'est pas du tout un souci. On essaie d'avancer parce qu'il y a des questions sérieuses plus tard. Voilà. Alors, vous décidez de mettre en place un traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Ça veut dire qu'on est sorti de tout ça et vous avez votre patient. Vous décidez, voilà, je vais vous mettre un traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une diapositive qui risque de nous prendre 1 heure. Donc, alors, peut-être un peu moins, mais presque 1 heure, hein, parce il y a une grosse discussion au sujet de cette diapositive, parce que c'est la diapositive principale du cas, parce que les traitements de l'insuffisance cardiaque, ils ont évolué, et le médecin, quand il traite, il ne met pas que des traitements, il s'assure aussi d'un certain nombre de paramètres. Alors, quelles sont les molécules de choix dans cette situation? En émettant des hypothèses de contre-indication en fonction des probables comorbidités associées. Et comment est-ce que vous introduisez ces traitements? Donc, on suppose que le malade, il est avec vous, hein, c'est-à-dire qu'il est hospitalisé dans votre service. Comment est-ce que vous les introduisez? La parole est à qui veut la prendre?
Il n'y a personne qui veut prendre la parole. Allô? Oui, Alors, je vais essayer en essayant de secouer un peu mon cerveau si je me rappelle des choses. Alors, je pense que là, euh, les, les dernières recommandations, enfin, pour l'insuffisance cardiaque, c'est, je crois, l'insigne basique. Basique, c'est B pour bêta-bloquant. A, je crois que c'est anti-agrégant plaquettaire. Là, il faudra, enfin, je ne sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais je pense que puisque la patiente est stentée, il lui faut une double anti-agrégation plaquettaire. Je ne sais plus si elle en a deux ou pas. Le S, c'est pour la statine, I pour IEC et le alors on a perdu la collègue. Est-ce que vous l'entendez, vous? On la supplie. Bon, peut-être quelqu'un d'autre pour prendre la parole en attendant qu'elle ne revienne. C'est une question très actuelle. Allô? On est en train de raisonner un peu. Non, mais vous n'avez pas eu le cas à l'avance? Moi, j'ai intégré après. Ouais, d'accord. Bon, essayez essayez de réfléchir un coup. J'espère que ma connexion ne va pas. Je vous dis déjà quand même que le basique, c'est pas vrai parce que ce n'est plus les recommandations, hein. Le basique en gériatrie, voilà, faut faire attention. Techniquement, c'est utile quand il y a un risque vasculaire. Mais bon, le basique, c'est pas, c'est vraiment, s'il n'y a pas de basique défini, il y a des recommandations qui ont changé. Voilà. Allô? Désolée, ma connexion s'est interrompue, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas où vous en étiez, désolée. Je revenais sur le bêta-bloquant, en fait. Je sais qu'il y a 4 bêta-bloquants majeurs qu'on utilise dans ce cas, le carvedilol, mésoprolol, bisoprolol et nebivolol. Et là, la patiente est sous bisoprolol, sauf que sa fréquence cardiaque est assez élevée. Je pense que c'était à 100. Et je pense que dans son cas, enfin, on doit chercher à ramener la fréquence cardiaque à 70 ou moins. Donc, je me dis, si avec le bisoprolol, elle n'est pas contrôlée, peut-être changer ou retitrer, je ne sais pas. Non, mais là, elle était en état de choc, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle était à 90, 100. Je Ah, crois que là, elle avait une tension basse, elle ouais, avait d'autres soucis. Donc, je oui. pense qu'ici, c'est d'où la question dit en émettant des hypothèses de contre-indication. Ça veut dire que Mm. je suis d'accord, hein, quand vous dites bêta-bloquant, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire oui, premier tiret bêta-bloquant. Maintenant, vous dites quel bêta-bloquant vous choisissez par rapport à ses antécédents. Et vous dites par exemple que voilà, si jamais elle a une tension trop basse, ou alors si jamais le pouls est trop limite, c'est-à-dire peut-être inférieur, si elle est bradycarde, je vais pas lui mettre un bêta-bloquant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça quand on dit émettant les hypothèses de contre-indication. D'accord? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, 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 bien sûr, oui. Alors, le bêta-bloquant qu'on aime bien, c'est le Bizos, hein, parce que voilà, il peut être efficace à très, très faible dose. Et il est plutôt bien toléré. Oui, le bisoprolol, ça passe pas trop mal.
Maintenant, on est à des objectifs de fréquence cardiaque ouais, autour de 70, 70, 80 aussi, on peut accepter. Mais voilà, si la personne a une tension trop basse, peut-être qu'on ne va pas lui donner du bisoprolol. Si la personne également a une fréquence cardiaque trop basse, ou alors si la personne est en bloc auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire en BAV sur l'ECG, on ne va peut-être pas lui donner du bisos. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est un BAV de bas degré, moi, je préfère quand même me sécuriser avec un avis si je veux donner du bisos devant un BAV1, hein, peut-être allongement de l'intervalle PR, tout simple. Je préfère quand même avoir un petit avis. Mais bon, voilà un peu ce qu'on vous demande de faire à cette question. Il faut connaître des molécules de choix. Oui, vous avez cité le bêta-bloquant, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi mettre des hypothèses de contre-indication. Donc, dire que si jamais cette patiente a un BAV, même s'il est de bas grade, je vais réfléchir avant de lui donner. Si c'est une patiente qui est bradycarde, je ne vais peut-être pas lui donner. Si la tension est trop limite, je ne vais pas lui donner. Est-ce que vous voyez d'autres choses par rapport au bêta-bloquant comme contre-indication là? Je peux dire quelque chose par rapport à ce que je pense aussi. Oui, bien sûr. Bon, je pense que bon, c'est comme la conservé de le dire, mais bon, moi, si je pouvais bien mettre quelques molécules, mais je pouvais penser mettre soit les diurétiques, soit les IEC. Mais les diurétiques, par exemple, je mettais les Lasélix, mais j'aurais une contre-indication parce que déjà la patiente a une notion de déshydratation liée à cette débâcle diarrhéique, mais aussi à cette notion d'hémorragie et d'anémie aussi. Ce qui peut faire que les diurétiques peuvent bien donner des résultats au niveau peut-être cardiaque, mais ça peut avoir des problèmes au niveau. Moi, je vous arrête quand même parce que est-ce que les diurétiques font partie du traitement de fond de l'insuffisance cardiaque? Parce que c'est une grosse question. Hein. Est-ce que les diurétiques font partie du traitement de fond? Parce qu'aujourd'hui, dans le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque, on a 4 médicaments. C'est ce qu'on appelle les 4 fantastiques. C'est des recommandations actuelles récentes de fin 2023 qui nous disent ce qu'il faut faire par rapport à l'insuffisance cardiaque du sujet âgé. Les diurétiques ne font pas, en principe, partie du traitement de fond. Les diurétiques permettent de passer un cap, c'est-à-dire un cap de décompensation, un cap de surcharge volémique, un cap d'hémodilution parce que le cœur fatigue. Voilà, mais les diurétiques, ce n'est pas un traitement au long cours de l'insuffisance cardiaque. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des insuffisances cardiaques qui se baladent sous diurétique à vie. Ça se fait, mais ce n'est pas un traitement de fond. C'est-à-dire, actuellement, les recommandations, ce n'est pas de laisser les gens sous diurétique au long cours parce qu'on sait que finalement, ça les déshydrate parfois, ça crée des hypocalémies, ça crée des insuffisances rénales derrière et que ça fait chuter, ça crée des hypotensions orthostatiques. Du coup, on se retrouve encore avec les mêmes malades qui reviennent et qui sont hospitalisés. Les diurétiques, c'est vraiment pour passer un cap. C'est-à-dire que c'est. Après, le Lasélix, pas les diurétiques, on va revenir dessus, mais le Lasélix, c'est vraiment pour passer un cap. C'est pas. Pour moi, ce n'est pas un traitement de fond. Je pense que c'est des recommandations actuelles sont assez claires. Là, j'opterais par. Bon, je ne connais pas encore les dernières recommandations, mais dans les temps, peut-être les IEC, les IEC ou soit, comme on a dit précédemment, les bêta-bloquants, mais aussi les IEC, on peut aussi les utiliser. En ce cas, je ne sais pas si vous. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Les IEC. Oui, c'est les IEC, par contre, bon, les IEC ou les RAD, par contre, comme il y a une notion, comme je vais dire, il y a une notion de cette hypovolémie-là liée à la diarrhée, mais aussi à l'anémie. Mais je dois
beaucoup plus contrôler les potations parce Non, qu'on peut avoir. mais là, le patient, entre guillemets, il est déjà stable. Si vous voulez mettre un traitement de fond, ça veut dire que vous avez passé le cap aigu et que votre patient est, entre guillemets, stable. Ça veut dire que vous n'êtes plus à l'étape de saignement, vous n'êtes plus à cette étape-là. Vous êtes déjà avancé dans la prise en charge de votre malade. Et c'est ça, les dossiers progressifs. Ça veut dire qu'il faut avancer dans le cas, il ne faut pas rester bloqué sur des questions précédentes. Je ne sais pas si on se comprend. Là, vous êtes en face d'un patient qui est relativement stable, que vous voulez traiter de façon optimale, mais l'idée, c'est que vous voulez le traiter en faisant attention quand même. Et la question vous dit, qu'est-ce que vous faites comme traitement et à quoi est-ce que vous faites attention? C'est vraiment que ça. Hein. C'est pas, ne revenez pas sur le trali, sur le syndrome cardio-rénal, sur tout ce qu'on s'est dit, mais revenez vraiment sur un patient qui est maintenant stable et que vous voulez soigner par traitement de fond. Bon, est-ce c'est les IEC ou soit le bêta bloquant. Allô? 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 Oui, Oui, est-ce que vous avez autre chose à dire? Je peux essayer. Allô, est-ce qu'on se comprend? Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous suit. oui. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole par rapport à ça? Oui, je voudrais dire quelque chose. Oui, allez-y. Bon, n'ayons pas, bon, sans se baser sur, étant donné que on n'a pas d'informations sur le type d'insuffisance cardiaque que nous avons, surtout sur la fraction d'éjection. Bon, voilà, les Très bien. molécules de choix, Ouais, très bien. oui, les molécules de choix, en dehors bien sûr de la caractéristique de la fraction de l'information sur la fraction d'éjection, je dirais en premier lieu, je prendrais soit un IEC ou un ARA2. En deuxième lieu, je privilégierais un bêta-bloquant, en faisant attention bien sûr aux contre-indications comme vous l'avez dit. En troisième lieu, comme molécule, je prendrais un antagoniste minéralocorticoïde ou un agoniste, plutôt un anti-aldostérone. En, oui. Et en quatrième lieu, je prendrais un inhibiteur SGLT2. Alors, c'est Ça très, serait très ça bien mes ce que vous molécules dites. de choix. C'est très, très bien.
là, il faut qu'on retrouve les cartes fantastiques. Enfin, je pense que je ne retrouve pas, mais bon, je vais vous envoyer une image hein, qui fait un peu une synthèse de tout ça. Je recherchais sur le site là, mais je ne trouve pas. Mais je vais vous expliquer comme ça. En fait, là, le raisonnement du collègue, il est très bon, très, très bon. Parce qu'à chaque fois que vous avez une insuffisance cardiaque en amont, hein, c'est-à-dire le gros piège de la question, c'est ça, c'est-à-dire que faites déjà 2 colonnes. Première colonne, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire à partir de 50% de fraction d'éjection. Et insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou réduite, c'est-à-dire en dessous de 50%. Il y en a qui veulent dire qu'il y a une troisième classe modérément réduite, mais non, en gériatrie, soit c'est conservé, soit c'est pas conservé du tout. Parce qu'on peut trouver des gens, même à 100 ans, qui ont une bonne fraction d'éjection qui est conservée. Donc là, il faut faire ces 2 cases. Maintenant, quand vous faites ces 2 cases, il faut caser absolument les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques, en fait, c'est quoi comme traitement? En premier, on a le nouveau traitement qu'on appelle les ISGLT2, ce qu'on appelle encore les glyphosines. C'est vraiment des traitements très spécifiques de l'insuffisance cardiaque qui ont montré une réduction importante de la mortalité. C'est presque impossible d'avoir la note sur cette question sans évoquer la prescription de glyphosine. Actuellement, sur le marché, on a 2 glyphosines. On a le Jardiance, qui est je crois, l'impact-glyphosine, et on a le Forxiga qui doit être la dapagliflozine. Donc voilà, mais on a le Jardiance et le Forxiga, c'est les 2 médicaments. La posologie est simple, hein, c'est une posologie standard, c'est un comprimé par jour. Les contre-indications, c'est vraiment les grosses insuffisances rénales, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas trop de contre-indications. C'est un médicament qui est plutôt bien toléré. C'est un médicament auquel il faut faire attention parce que c'est un médicament à la base qui était un antidiabétique glycosurique, c'est-à-dire qui a tendance à déclencher la perte de sucre dans les urines et du coup, ça peut donner des mycoses, des infections urinaires. Mais ces infections urinaires, bien sûr, sont acceptables hein, parce que par rapport aux bénéfices que apporte le Jardiance aujourd'hui ou alors le Forxiga dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est un médicament essentiel qui doit apparaître sur vos ordonnances, que la fraction d'éjection soit préservée ou altérée. Alors maintenant, la deuxième molécule, bon, je vous cite quand même toutes les molécules avant de rentrer dans la stratégie proprement dite. La deuxième molécule ici, c'est un IEC, d'accord, ou ARA2C intolérance, il faut bien préciser, parce que c'est vraiment l'IEC en premier, ou alors ce qu'on appelle aujourd'hui les ARNI, c'est-à-dire je ne sais pas si les ARNI, ça vous dit quelque chose, c'est les inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine néprilysine. Alors, c'est une molécule particulière qu'on appelle Entresto. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Vous pouvez juste dire oui, hein, juste que j'ai une idée de ceux qui savent un peu ce que c'est l'Entresto, ceux qui en utilisent. Oui, D'accord. oui. Ça fait partie du traitement de fond hein, de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr que tous ces traitements-là, des fois, vous pouvez les mettre, des fois, vous ne pouvez pas les mettre. Je vais vous expliquer ensuite comment. L'Entresto, il faut faire très attention à l'Entresto parce que c'est très, très hypotenseur, parce que c'est l'association du sacubitril et du valsartan. Le valsartan qui est du coup un ARA2 et le sacubitril qui est un inhibiteur de la néprilysine. Voilà. Il faut faire attention parce que l'Entresto, le problème de l'Entresto, si vous voulez, c'est vraiment que c'est très, très, très hypotenseur et que des fois, quand la tension est vraiment limite chez les gens, les mettre sous Entresto, c'est presque précipiter une hypotension qui va créer un bas débit, qui va créer des chutes et qui va mettre le malade toujours plus mal. En fait, c'est vraiment une classe qui est représentée que par une seule spécialité, hein, c'est-à-dire les ARNI, c'est que le sacubitril, valsartan, cette association qu'on appelle Entresto. Actuellement, les recommandations européennes
nous propose d'utiliser cette association-là en remplacement des IEC et des ARA2 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. D'accord? Chez les malades qui tolèrent les IEC et les ARA2. Donc, pour pouvoir l'introduire, comme je vous ai dit, franchement, il faut une bonne calémie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être en hypercalémie. Il faut une tension systolique qui est vraiment au-dessus de 100, moi je dirais même 110 par là, qui est autour, un peu plus de 110, moi je vous dirais, parce que c'est très hypotenseur, hein, ce médicament. Donc ce médicament, il peut être utilisé justement, ça veut dire qu'en remplacement des IEC ou des ARA2, ça veut dire que si parmi les 4 médicaments, vous avez soit l'Entresto, soit les IEC ou ARA2, c'est une seule ligne, c'est-à-dire que c'est considéré comme un seul médicament si vous le citez sur votre copie. Donc, il faut absolument suivre une surveillance tensionnelle. On peut avoir des enjeux œdème. Il faut surtout contrôler la calémie parce que des fois, ça peut causer des hypercalémies. Donc, voilà. Mais c'est un médicament qui demande beaucoup de surveillance. Moi, personnellement, chez les sujets âgés, les gens n'en mettent pas beaucoup. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup. Mais il y en a qui le font. Mais c'est compliqué à surveiller parce que c'est très hypotenseur, ce traitement-là. Voilà. L'autre classe thérapeutique après, donc là on a déjà fait 2, hein, les bêta-bloquants et les IECARA2 ou inhibiteurs de néprélisine. Ça c'est la deuxième classe. La troisième classe maintenant c'est ce qu'on appelle les anti-aldostérones. D'accord? Ce qu'on appelle les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes. Donc là, vous en avez 2 principalement. Vous avez la spironolactone et l'éplérénone, qui sont des médicaments qui sont parfois utilisés aussi en situation des fois assez aiguë, hein, quand vous avez des patients en décompensation chez qui le Lasix ne suffit pas parfois, pour ajouter le spironolactone pour bénéficier aussi de son effet un peu, on va dire, hypercalémant, hein, parce qu'il a quand même un effet aussi sur la calémie, s'il permet de compenser parfois l'hypocalémie créée par le Lasix et toujours de dépléter. Donc, ça se fait aussi. Donc, ça, c'était la troisième classe thérapeutique. Et la quatrième classe thérapeutique, du coup, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous. Est-ce que quelqu'un a une idée de la quatrième classe thérapeutique? Les inhibiteurs de SGLT2. Oui, bon, on les a déjà toutes citées, c'était une question piège. On a cité les 4 classes, donc il y avait les inhibiteurs de SGLT2, les IEC ou ARNI, les bêta-bloquants et les anti-aldostérones. Voilà les 4 traitements de fond de toutes les insuffisances cardiaques. Donc, pour avoir une bonne note ici, il fallait donner vraiment que ces 4-là, c'est-à-dire, je reprends les bêta-bloquants, les anti-aldostérones, hein, les inhibiteurs, les IEC ou ARA2 ou ARNI, ou des inhibiteurs de néprélisine et des glyphosines. Voilà. Sachant que je vous ai expliqué les contre-indications pour chacun, mais les contre-indications de l'aldostérone, c'est vraiment, vous ne pouvez pas donner de l'aldactone si le patient est en insuffisance rénale ou alors s'il y a une calémie qui est très haute, parce que ça cause des hypocalémies. Mais heureusement, avec le Lasix, souvent la calémie est bien basse. Alors, je vais vous expliquer maintenant la stratégie. Maintenant que vous avez les 4 classes thérapeutiques, je vous explique à peu près la stratégie. Alors, je disais donc que quand vous avez une insuffisance cardiaque, c'est important pour vous d'avoir une ETT, échographie transthoracique, pour dire si c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou alors si elle est à fraction d'éjection altérée. Sachant que lorsqu'elle a la fraction d'éjection préservée, les choses sont plus simples, hein, c'est-à-dire que généralement, il y a une HTA associée, il faut traiter cette HTA et vous vous servez des cartes fantastiques pour essayer de jouer sur la tension artérielle, d'accord? Vous ajoutez systématiquement des glyphosines,
des glyphosines qui ont vraiment montré un effet sur le muscle cardiaque parce que c'est des molécules, on ne comprend pas encore très bien comment elles agissent, mais c'est des molécules qui réduisent vraiment la mortalité associée aux insuffisances cardiaques. C'est en fait des nouveaux médicaments dans le traitement. C'est très, très nouveau et ça coûte assez cher. Et donc, initialement, c'est des antidiabétiques, comme je vous ai dit, mais à dose de 10 mg par jour, des traitements qui peuvent bien réduire la mortalité et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque chez les personnes qui sont atteintes d'une insuffisance cardiaque, qu'elle soit à fraction d'éjection préservée ou altérée. Donc, si vous utilisez ça, il faut faire quand même attention à l'hémoglobine glyquée, parce que ça peut faire ça, et aussi au niveau rénal, comme je vous ai dit. Mais techniquement, c'est des médicaments bien tolérés. Il n'y a pas beaucoup d'effets indésirables. Hein. Il n'y a que des infections urinaires, machin, mais voilà, techniquement, ça passe plutôt bien. Voilà, donc dans la stratégie, on a donc ça, les glyphosines. Là, je suis toujours sur la fraction d'éjection préservée. Alors, vous pouvez associer donc les diurétiques s'il y a une rétention hydrosodée. Les diurétiques ici, vous pouvez donc mettre de l'aldostérone si les conditions le permettent. Et vous pouvez associer des statines si jamais le bénéfice est vraiment réel. Mais les statines, ça ne fait pas partie du traitement de fond. C'est vraiment juste dans la stratégie thérapeutique. Mais le traitement de fond, c'est 4 fantastiques qu'on vous a cités plus haut. Maintenant, les choses sont un peu plus compliquées quand l'insuffisance cardiaque est à fraction d'éjection altérée. Il faut faire attention parce que le cœur fonctionne à bas débit et que la fraction d'éjection, finalement, plus elle est basse, plus le risque de décès immédiat peut être un peu plus important. Même si ce n'est pas forcément vrai dans la vraie vie, on peut mourir dans les deux cas. Mais quand la fraction d'éjection est altérée, il faut vraiment faire attention. Ça veut dire que quand la fraction d'éjection est altérée, vous allez faire ce qu'on appelle une titration progressive, hein, c'est-à-dire que vous allez introduire un peu de chaque 4 fantastiques, un peu est surveillé. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se faire. Vous devez préciser sur votre copie que c'est quelque chose qui doit se faire pendant l'hospitalisation. Ça veut dire que, par exemple, je mets un peu de Bizos 1,25 de Bizos, je mets un peu d'aldostérone, mais vraiment à l'écart de dose, hein, l'écart de dose et demi-dose. Je mets un peu d'aldostérone, je mets un peu, bon, les glyphosines, on est obligé de mettre plein parce que c'est pas trop compliqué, mais les glyphosines d'emblée. Et au niveau des IEC, je mets un peu d'IEC. Moi, je conseille, si vraiment l'insuffisance rénale à fraction d'éjection très réduite, ça veut dire que le patient n'a pas une grosse tension. Donc, l'intresto, là, les ARNI, sacubitril, valsartan, ça va être compliqué. Hein. Donc, moi, à mon avis, je mettrais largement un peu d'IEC, un tout petit peu de ramipril. Ramipril peut-être 1,25 aussi. Un tout petit peu de ramipril. Et tous les jours, on voit comment le patient s'adapte. On contrôle le rein, on contrôle la fonction cardiaque, on contrôle la tension et on essaie de s'adapter. C'est-à-dire si la tension répond bien, on monte un peu les bêta-bloquants, mais vraiment, c'est une titration très progressive jusqu'à arriver à un certain équilibre des 4 doses. Et une fois que c'est fait, généralement, les patients se portent mieux. Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils vivent plus longtemps, ils vivent mieux, ils reviennent moins souvent en hospitalisation. Et c'est vraiment l'intérêt de cette mise à jour sur les insuffisances cardiaques qu'il faut connaître. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Après, bien sûr, il y a d'autres éléments, hein, comme la vaccination, ça, il faut le faire apparaître sur la copie. Il y a les mesures non médicamenteuses. Voilà, la prise en charge d'une carence martiale associée, c'est obligatoire hein, de faire une transfusion de fer si les gens sont carencés. Si vous êtes en hospitalisation avec un malade d'insuffisance cardiaque qui a 10 d'hémoglobine, qui a une ferritine basse hein, ou à peine élevée, après ça dépend. Mais si vous avez un coefficient de saturation, surtout un coefficient de saturation qui est un peu bas, oui, bien sûr que je pense quand même qu'il faut faire une perfusion de fer à ce type de malade là. Donc ça, c'est des éléments qui gravitent autour.
Mais là, le message de cette question qui nous prend beaucoup de temps, vous voyez, c'est de comprendre la place des cartes fantastiques. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Allô? Allô? Oui, nous sommes là. Est-ce que c'est bon pour vous ou alors est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport à cette question? C'est une question très actuelle, hein, c'est de l'actualité cardio-gériatrique. Et c'est important d'être au parfum de tout ça. Docteur, juste, je veux savoir, c'est-à-dire qu'on a introduit donc tous les cartes fantastiques pendant que le malade est encore hospitalisé et après, enfin, on le fait sur combien de temps avant de la libérer finalement? Alors, si vous pouvez, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous revoyez le malade en consulte. C'est-à-dire que l'idéal, des fois, vous ne pouvez pas. Des fois, il y a des patients qui n'ont que 2. Mais chez les patients qui peuvent le tolérer, associer un peu des 4. C'est la polymédication, oui, mais ça a montré son intérêt et c'est intéressant de le faire. Vous voyez que dans ces 4 fantastiques, il n'y a pas le Lasix parce que le Lasix a plutôt d'autres effets qui ne sont pas intéressants. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que une fois que le malade, vous êtes passé, vous avez terminé avec l'étape aiguë, hein, c'est-à-dire que vous avez tout mis, vous avez mis tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez essayer d'introduire la séquence, en fait, qui nous a été conseillée au dernier congrès de gériatrie, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. La séquence qui nous a été proposée, c'est une introduction progressive des 4 fantastiques, en commençant bien sûr par les glyphosines que vous introduisez en premier, d'accord? Ensuite, vous introduisez un peu, comme je l'ai dit, un peu de bêta-bloquant. Vous regardez, vous voyez si ça passe bien. Vous introduisez un peu d'IEC, à faible dose, vous voyez si ça passe bien. Je pense que le but, c'est quand même qu'au bout de 5-6 jours, vous puissiez introduire tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et en faire la surveillance. Je te rappelle quand même que peut-être que je me suis un peu mélangé, mais dans les 4 fantastiques, c'est uniquement dans le cadre de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Je ne sais pas si on est bien d'accord. C'est-à-dire que les 4 molécules que je vous présente, c'est vraiment quand l'insuffisance cardiaque est à fraction d'éjection altérée, c'est-à-dire potentiellement plus grave. C'est là qu'il a les 4 fantastiques. Mais quand elle est préservée, seulement la glyphosine, ça suffit. D'accord? La glyphosine est un traitement de l'HTA. Mais voilà, il arrive qu'en pratique, on triche souvent un peu dans le traitement de l'HTA. On profite pour introduire un ou deux fantastiques, sachant que finalement, les gens finissent souvent par des fréquences d'éjection qui sont altérées. Mais techniquement, les 4 fantastiques, c'est uniquement pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Si elle est préservée, juste les glyphosines, ça suffit. Et si elle est altérée, vous pouvez mettre des 4 fantastiques, mais c'est vraiment une titration progressive, hein, c'est-à-dire qu'on fait tout doucement, on évolue, et on regarde aussi comment est-ce que le patient réagit à ces traitements. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ça. Donc, 4 fantastiques égale insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée uniquement, mais des fois, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il y en a qui introduisent quand même comme ça, mais bon, c'est pas les recours. Les recours, c'est insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, les 4 fantastiques. Introduction par titration progressive. On commence idéalement par un peu de glyphosine parce que c'est souvent bien toléré. On rajoute un peu de bêta-bloquant, un peu d'IEC, un peu de, et finalement, on essaie de voir si les fonctions, si au niveau biologique et clinique, le patient tolère plutôt bien tout ce qu'on introduit. Voilà.
Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, c'est bon. C'est bon? Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça? Si vous voulez que je reprenne un peu le schéma, Oui, pourquoi pas. bon, je reprends le schéma. On vous demande ce que vous faites devant une insuffisance cardiaque. Il y a deux situations. Soit on est sur une fraction d'éjection préservée, auquel cas vous mettez le patient sous glyphosine uniquement, c'est ça la reco comme traitement de fond. Vous pouvez associer un traitement de l'HTA, vous pouvez associer des statines s'il y a indication. On va discuter des statines au fil du temps. Vous pouvez faire une vaccination. Vous pouvez associer toutes les autres mesures non médicamenteuses. Vous pouvez mettre un peu de diurétique s'il y a une rétention hydrocélique. Mais des quatre fantastiques qu'on vous a présentés, seuls les glyphosines passent dans les deux types d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que ce soit préservé ou altéré, les glyphosines peuvent passer. Mais les glyphosines, c'est uniquement les glyphosines sont mises toutes seules dans les fractions d'éjection préservées. Mais ça n'empêche pas que vous retrouvez un ou deux fantastiques dans le traitement global d'un patient qui a quand même une fraction d'éjection préservée. Bon, ça ne fait pas de mal. Si le patient a une fraction d'éjection réduite, le traitement se fait par titration progressive. C'est un mot qui doit apparaître. Par titration progressive, on essaie d'introduire les traitements à faible dose, de façon assez rapprochée. C'est-à-dire qu'on introduit tous les traitements à faible dose. Avant, on introduisait un traitement, on essayait d'aller à la dose maximale, et une fois qu'on avait atteint la dose maximale, c'est là qu'on décidait, voilà, il faut introduire le deuxième traitement, le deuxième fantastique ou le troisième fantastique. Mais là, non. Maintenant, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, c'est qu'il faut introduire les traitements tout doucement. C'est-à-dire, on introduit un peu de tout. C'est ça l'idée. C'est-à-dire titration progressive, un peu. On met les glyphosines à pleine dose, ça risque rien, c'est 10 mg. On introduit un peu d'IEC, on introduit un peu de bêta-bloquant. Le bisos, ça passe souvent bien. On introduit un peu d'anti-aldostérone et on regarde si tout ça est bien toléré. Mais vous n'introduisez pas tout le même jour. Hein, c'est-à-dire, vous faites peut-être à J2, à J4, à J6. Donc, vous essayez vraiment d'introduire et de voir comment c'est toléré. Ça peut vous prolonger la durée d'hospitalisation, oui, mais c'est toujours plus intéressant parce que finalement, vous avez un patient qui ne va pas revenir en hospitalisation. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, techniquement, c'est ça. C'est ce que je pouvais vous dire. Il arrive Et maintenant. docteur Patrick, Oui, oui, sans oublier que, voilà, en faisant notre titration, l'objectif c'est d'atteindre les doses maximales de chaque molécule si le patient tolère. Donc, faut pas oublier on oui, va jusqu'aux doses maximales. oui, si le patient le tolère, mais généralement en gériatrie, je ne sais pas si les patients peuvent tolérer les doses maximales de tout. Parce que, ouais, mais oui, techniquement, si vous pouvez y aller, allez-y. Mais le but, c'est quand même d'avoir un peu de tout et de monter progressivement jusqu'aux doses maximales tolérées. Sachant que, voilà, ça reste difficile, mais l'essentiel, c'est d'avoir un peu de tout, surtout dans ce type d'insuffisance cardiaque altérée. Après, si par chance, vous avez un patient qui a vraiment de grosses tensions, qui a un bon rein, qui n'est pas souvent en hyperkaliémie, qui n'a pas trop d'autres soucis, qui est plutôt robuste pour supporter tous ces traitements, parce que c'est quand même de la polymédication, il faut le rappeler, parce que là, vous rajoutez quand même 4 traitements, 4 fantastiques à un monsieur qui a une fraction de gestion altérée et qui, plus tard, enfin, qui sûrement a déjà des traitements pour d'autres maladies qu'il avait avant. Je pense quand même que ça fait beaucoup de médicaments, mais le but, on est très d'accord par rapport à ça, c'est de tous les introduire et d'atteindre
les doses maximales supportées par le patient. Voilà. Bon, il arrive souvent que malgré ça, malgré les cadres fantastiques dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, que les patients s'altèrent encore plus. Hein. C'est-à-dire qu'ils continuent quand même de s'altérer malgré ces traitements qui ont été bien optimisés et que finalement, ils aient souvent une fraction d'éjection très très basse qui est dans les 35% ou alors inférieure à 35%. Donc là, techniquement, c'est des fractions d'éjection très très basses. Et parfois, pour ces fractions d'éjection très très basses, les recommandations actuelles, si jamais le patient a un rythme sinusal et qu'il a une bonne fréquence cardiaque, c'est-à-dire un peu plus au-dessus de 70, c'est de rajouter de l'ivabradine. Mais ça, c'est vraiment si dans la présentation clinique, on nous explique que le patient continue de se dégrader, qu'il a toujours une fraction d'éjection très, très, très basse. Et s'il a un rythme sinusal et que sa fréquence cardiaque est bonne, supérieure à 70, vous pouvez ajouter de l'ivabradine. C'est un traitement assez bradycardisant. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit en rythme sinusal parce que, voilà, et qu'il ait une bonne fréquence cardiaque. Et si jamais il n'est pas en rythme sinusal et qu'il est peut-être en FA, là, vous allez utiliser d'autres molécules, c'est-à-dire la digoxine. Mais je pense qu'à ce niveau, déjà, si la fraction d'éjection est beaucoup trop basse, qu'il a un rythme non sinusal, il faut peut-être prendre un avis cardio, à mon avis. Si vous avez une fraction d'éjection qui est déjà en dessous de 35%, oui, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de la mort. Mais bon, il faut déjà prendre un avis cardio. Mais les recommandations, c'est que si le rythme est non sinusal, on peut tout à fait discuter de la digoxine ou alors d'une resynchronisation cardiaque. Ça dépend de ce qu'on a à l'ECG aussi. Si on a des blocs de blanche gauche, si on a des QRS qui sont trop larges, supérieurs à 130 millisecondes, on peut essayer de faire ça. C'est un peu l'arbre décisionnel là que je viens vous présenter du traitement de l'insuffisance cardiaque, bien sûr, après évaluation de la fraction d'éjection. Vous voyez bien que on est dans deux situations différentes, c'est-à-dire on a une situation où la fraction d'éjection est préservée, où techniquement on n'a besoin que d'un seul traitement, les glyphosines, et dans une autre situation où la fraction d'éjection est altérée, où c'est vraiment un gros casse-tête parce que c'est assez grave, il faut faire une introduction progressive des cadres fantastiques, tout doucement, et sachant que si, malgré l'introduction des cadres fantastiques et leur optimisation, on a une persistance des symptômes avec une fraction d'éjection qui s'abaisse encore, on peut avoir recours à d'autres molécules comme l'ivabradine, si le rythme est sinusal, si la fréquence cardiaque est bien supérieure à 70, et si jamais le rythme est non sinusal, qu'on a une fibrillation artérielle permanente, ou alors qu'on a des troubles du rythme cardiaque, on peut discuter de l'introduction de la digoxine. Mais c'est des traitements très spécifiques qu'il faut voir avec les cardio souvent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires à faire par rapport à ça. Je ne sais pas si Lydie est en ligne, ce serait aussi intéressant qu'elle fasse un commentaire parce que c'est une grosse question qui, très certainement, va vous tomber dessus sur un cas clinique. De toutes les façons, même si la question n'est pas posée, en fait, dans la discussion du cas clinique, ce serait à votre avantage de faire ressortir que vous savez ces choses sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique. C'est-à-dire que si vous avez des malades qui ont des traitements qui sont insuffisants cardiaques et dont vous avez une fraction d'éjection, mais qui ont des traitements inadaptés, vous pourrez proposer de les adapter au vu de ces recommandations-là, et ça fait partie des éléments qui permettent de vous démarquer des autres candidats et de marquer plus de points sur telle ou telle problématique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à tout ça? Allô, docteur, juste une dernière question. On a parlé de vaccination. Je voudrais savoir c'est lesquelles exactement. Est-ce qu'il faut préciser? Par rapport aux vaccinations, c'est lesquelles exactement? Enfin, dans la prise en charge autrement. Généralement, là maintenant, c'est la vaccination contre le pneumocoque, contre la grippe et contre le Covid. C'est les trois vaccins qu'on fait un peu en gériatrie de façon assez triviale.
D'accord. Est-ce qu'il faut Ouais. préciser pour numéro 13 ou 23 ou... Non, enfin, il y a un nouveau schéma à une seule dose qui est en train d'être mis en place. Je pense peut-être que Lydie reviendra dessus, ou bien peut-être que je reviendrai dessus dans le module infectio. Il y a un nouveau vaccin, en fait, qui est en train d'arriver. Et ce vaccin-là, justement, c'était pour éviter les problèmes qu'on avait avec les pneumo 13, pneumo 23, machin, qui font que tu ne sais plus si c'est à 4 semaines, une semaine, tu sais quand est-ce que tu as vacciné la personne. C'était trop compliqué. Du coup, il y a un nouveau vaccin euh, qui est en train de sortir là et qui sera une seule dose, hein, je crois, une seule dose. Ce sera le VPC 20, voilà, je crois que c'est ça, qui est sorti le 14 février 2022, qu'on commence un peu à introduire partout. Je crois que c'est le nouveau vaccin vraiment parce que c'est plus simple. Le schéma, la stratégie de vaccination est beaucoup plus simple. Non, le nouveau, je crois que ce sera le VPC 20. Alors, le VPC 20, c'est qu'il va remplacer les deux autres, hein, c'est-à-dire le pneumo 13 et je crois le pneumo 23, parce que c'était un schéma trop difficile à faire, qui avait beaucoup de ratés entre les gens qui vivent à domicile, les gens qu'il faut revoir pour les revacciner. C'était beaucoup trop compliqué, quoi. Donc, il y a ce nouveau schéma-là qui sera plus simple et dont la stratégie doit déjà être disponible, mais je pense qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Je ne sais pas si ça vous va. Oui, c'est bon, merci. Ouais, donc c'est pneumo, Covid et grippe. Techniquement, c'est les trois qu'on fait le plus. Après, voilà, il y a d'autres vaccinations, mais là, techniquement, chez insuffisance cardiaque, si vous essayez de couvrir les trois, c'est déjà pas mal, hein. Sachant que pour le pneumo, il ne faut plus vous casser la tête avec les schémas parce qu'il y a un nouveau vaccin avec une seule dose qu'on appelle le VPC 20. Et il faudra juste retrouver comment se font les rappels, mais bon, j'ai pas trop, moi. Bon, généralement, enfin, moi, je suis dans un secteur où je vaccine généralement les gens une fois parce qu'ils vivent pas assez longtemps pour attendre les prochaines doses. Mais techniquement, au VPC20, c'est le nouveau vaccin, c'est l'avenir du vaccin contre le pneumocoque. Voilà. Je ne sais pas si ça vous va. Allô? Oui. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou alors on évolue un peu par rapport à tout ça? Voilà, on évolue. Maintenant, vous avez introduit de l'Entresto. On a parlé de l'Entresto tout à l'heure, hein, dans le traitement de la fraction d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Ça faisait partie des 4 fantastiques qu'on pourrait introduire tout doucement, hein. Je vous ai dit, l'Entresto, c'est très hypotenseur. Et moi, je préfère les IEC parce que c'est plus doux. Alors, quelles dispositions prendrez-vous lors du suivi de l'insuffisance cardiaque? Vous avez introduit de l'Entresto. C'est quoi la disposition à prendre? Vous n'avez pas d'idée? C'est quoi le marqueur biologique que je suppose que vous aimez utiliser dans le suivi de l'insuffisance cardiaque? Allô? Sodium, potassium, sodium. Dans le marqueur plutôt spécifique de l'atteinte cardiaque que vous aimez utiliser, vous n'avez pas d'idée? NT-proBNP.
Ouais, c'est très bien. C'est des NT-proBNP. Alors, au vu de votre réponse, alors, quelle disposition prendrez-vous lors du suivi biologique de cette insuffisance cardiaque si vous introduisez de l'Entresto à votre malade? En fait, là, je vais vous répondre parce que c'est une question qui revient très, très, très souvent parce que euh, dans le suivi de l'insuffisance cardiaque, on peut doser, il y a des gens qui le font, on peut doser le BNP, tout simple, hein, le BNP, mais on peut aussi doser le NT-proBNP. C'est pas pareil, les deux. D'un côté, vous avez le BNP et de l'autre côté, vous avez le NT-proBNP. Alors, le NT-proBNP est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est bien corrélé à l'âge. Il a l'air vraiment plus spécifique des cas d'insuffisance cardiaque. Et on a des seuils bien validés en fonction des âges et de la fonction rénale. Donc, il est bien corrélé à l'âge, bien corrélé à la fonction rénale. C'est-à-dire que si vous avez des seuils de fonction rénale et que vous atteignez certains seuils de BNP, on est presque sûr que c'est une insuffisance cardiaque. C'est vraiment très, très spécifique et c'est bien corrélé à la fonction rénale. Mais le problème de l'Entresto et du suivi biologique, c'est que, en fait, comme dans l'Entresto, vous avez le sacubitril, qui est un inhibiteur de la néprilysine. Ce sacubitril va inhiber la néprilysine. En fait, la néprilysine, c'est une enzyme qui est là pour dégrader les peptides natriurétiques. C'est-à-dire que la néprilysine, normalement, dégrade le ANP, qu'on appelle le peptide atrial, et le BNP, mais la néprilysine, les inhibiteurs, mais la néprilysine ne dégrade pas le NT-proBNP. C'est-à-dire que la précaution à prendre ici, c'est vraiment de doser les NT-proBNP et de ne pas doser les BNP. C'est-à-dire, si vous avez un malade sous Entresto, que vous voulez faire un suivi de votre insuffisance cardiaque, si vous dosez les BNP, ils seront faussement abaissés parce que à ce moment, ils seront faussement altérés parce que vous avez la néprilysine qui les dégrade normalement, mais qui sera inhibée du coup par les inhibiteurs de néprilysine, ce qui fait que les BNP seront faussement plutôt augmentés. Je ne sais pas si vous comprenez ou s'il faut que je réexplique. Je ne sais pas si on arrive à ce Honnêtement, moi, je n'ai pas très bien compris. Ok, je reprends. L'Entresto, c'est un médicament qui contient deux molécules. Vous avez dans une molécule qu'on appelle le sacubitril, qui est en fait un inhibiteur de ce qu'on appelle la néprilysine. C'est en fait les antagonistes du récepteur de... C'est dans la famille des antagonistes du récepteur de l'angiotensin. Or, la néprilysine, donc ça veut dire que l'Entresto inhibe la néprilysine. Or, la néprilysine, son rôle, l'un de ses rôles, entre autres, c'est de dégrader les peptides natriurétiques. D'accord? C'est-à-dire dégrader les BNP et dégrader les ANP, donc le peptide atrial et le brain peptide. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Oui. Mais en fait, cette néprilysine n'a pas d'effet sur le NT-proBNP. D'accord? Oui. Donc, en fait, l'administration d'un inhibiteur de la néprilysine entraîne une augmentation des taux de BNP et ANP, qui sont plutôt des peptides qui ont des effets natriurétiques et vasodilatateurs, mais il n'y a pas de modification des NT-proBNP. C'est-à-dire que là, pour répondre à la question 8, ce qu'il faut dire, c'est que dans le cadre du suivi de cette insuffisance cardiaque, il faudra doser des NT-proBNP plutôt que des BNP parce qu'on a un médicament là, l'Entresto, qui est souvent très utilisé et qui peut entraîner des taux faussement
élevé de BNP. Je ne sais pas si on se comprend. Ok, d'accord. Oui. Donc, ici, c'est bien pour montrer la différence entre le BNP et le NT-Pro BNP, dans le sens où les inhibiteurs d'anéprilysine vont faussement augmenter le taux de BNP, et ce qui va vous perdre, en fait, techniquement, alors que là, c'est des médicaments qui n'ont pas d'effet sur le NT-Pro BNP. Donc, ça, c'est quand même important à savoir dans le suivi, parce que vous pouvez être dans, je ne sais pas moi, mais ça se fait de moins en moins, mais vous pouvez être dans des endroits où on fait plutôt le BNP, et voilà, vous vous retrouvez face à une situation où les BNP sont augmentés, et vous savez, vous ne pouvez pas les expliquer. C'est souvent à cause de l'intresto. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, si c'est bon, on passe donc à la dernière question. Maintenez-vous le LASIK sur long cours? Là, il faut argumenter. Là, il n'y a pas forcément de réponse fausse et tout, mais je pense que ouais, il faut argumenter. Maintenez-vous le LASIK sur long cours? C'est vrai qu'on a déjà un peu répondu à cette question parce que, vous vous rappelez, tout à l'heure, on disait que le LASIK, ce n'est pas vraiment un traitement de fond de l'insuffisance cardiaque, même si en pratique courante, il y a des gens qui laissent le LASIK sur long cours. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui le font. Mais effectivement, ce n'est pas une très bonne idée parce que derrière, ça cause beaucoup plus de déshydratation, de troubles ioniques, des insuffisances rénales. Et vous vous retrouvez avec des patients qui sont complètement déséquilibrés, qui ont de la iatrogénie parce qu'ils sont franchement déshydratés et ils accumulent les autres médicaments. Du coup, s'ils ont des benzos, s'ils ont des anticoagulants, ça devient problématique à gérer dans la suite de leur prise en charge, quoi. Donc, c'est pour ça que le LASIK, maintenant, ça se discute fortement. Et si vraiment vous n'avez pas un malade qui a tout le temps des œdèmes, qui est tout le temps en dyspnée, qui est tout le temps en crépitant, en surcharge, parce qu'il y a aussi ce type d'insuffisance cardiaque que malheureusement on garde sous LASIK sur long cours, parce que si on arrête, finalement, c'est un peu catastrophique. Mais la réponse scientifique à donner, c'est que oui, techniquement, il n'y a pas d'indication de maintenir le LASIK sur long cours. C'est vraiment que pour passer un cap. Mais je suis d'accord que sur le terrain, on a des malades qui sont difficiles à équilibrer sans LASIK et que finalement, il faut essayer de maintenir sous certaines doses de LASIK au long cours et rajouter du potassium pour essayer de les équilibrer. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut dire sur cette question-là. Je reviens quand même sur ma diapositive pour vous présenter une petite synthèse que j'ai mise à la fin pour l'expliquer, en fait, parce que c'est peut-être important d'expliquer ça. En fait, il faut savoir approcher les sujets, parce que là, je suppose que vous avez vu un peu la complexité d'une situation où c'est parfois difficile, hein, où moi-même j'ai eu du mal, hein, c'est mon cas clinique, hein, mais moi-même j'ai eu du mal parfois à trouver comment présenter la chose, parce que des fois, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne savez pas comment le dire, comment l'organiser. Et c'est tout à fait naturel parce que c'est une situation complexe et que c'est la médecine et que rien n'est prédéfini d'avance. Donc moi, les 3 astuces que je vous donne, c'est en premier lieu de toujours faire une lecture critique du sujet, c'est-à-dire que ne lisez jamais un texte sans le critiquer, c'est-à-dire une présentation clinique comme celle-ci, vous la critiquez, c'est-à-dire la critiquer, ça suppose quoi? Ça suppose dire, mais pourquoi ce malade-ci
parce que moi, j'aurais pu rajouter une question, hein, c'est-à-dire vous dire, essayer de réviser un peu son ordonnance, mais pourquoi il est toujours sous clopidogrel et aspirine, alors qu'il a été stenté il y a plus d'1 an? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, il a été stenté il y a 5 ans. Techniquement, je ne pense pas que 5 ans après avoir été stenté, le patient devait toujours être sous clopidogrel et aspirine. L'autre question, c'est pourquoi le patient est sous fluidium pour une embolie pulmonaire, alors que techniquement, ici, on peut tout à fait mettre de l'héliquis, hein, qui fait moins saigner, qui ne demande pas trop de surveillance, ou alors on peut mettre, je ne sais pas moi, du Pradaxa, qui lui a un vrai antidote si jamais il y a une surdose. Donc, c'est en fait ça le questionnement auquel moi je vous invite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous présente des situations comme ça, toujours se poser la question de savoir, mais c'est quoi le problème? Et d'autant plus que là, ce patient-ci, on peut même se dire, est-ce qu'il saigne vraiment sur ses AVK, John, ou alors est-ce qu'il saigne sur la double anti-agrégation, clopidogrel-aspirine? Quand on regarde l'INR de ce malade, on voit qu'il est plutôt dans les cibles, c'est-à-dire que ce n'est pas un malade qui a un TP effondré, il a TP à 46, INR bon. Donc, Il y a quelqu'un? Ah, je pensais que c'était ça, j'entends plus rien. Le Et réseau a là, sauté.
Apparemment, on a perdu docteur Patrick. Oui, sûrement, il n'est plus là. On entend un peu s'il va rentrer. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Oui, c'est bon. Je m'étais arrêté où? Est-ce que vous pouvez me dire? Parce que je disais des trucs vraiment intéressants et il faut que je reprenne. Allô? Oui, on est là, docteur. Oui, oui, mais je m'étais arrêté où? Où est-ce que je vous ai lâché là? Parce que la connexion est partie, je parlais tout seul en fait. Oui, docteur, là, tu commençais la dernière diapo où tu Ah, d'accord. expliquais que c'est bien d'avoir l'esprit critique de Voilà, d'accord. l'énoncé. Ok, je repartage. Est-ce que vous voyez mon écran sur l'approche des sujets? Oui, oui, on va mettre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'essaie de rester connecté pour être sûr que je suis avec vous. Donc, je vous disais en un, la lecture critique du sujet. En fait, la lecture critique du sujet, c'est vraiment essayer de repérer dans le sujet, essayer en fait de critiquer, c'est ce que vous disiez, essayer de critiquer ce que vous voyez dans le texte. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi à un moment donné. C'est-à-dire, là, vous avez un texte où on vous dit quand même qu'une dame qui a eu un infarctus du myocarde traité par stent il y a 5 ans est encore sous clopidogrel et aspirine, c'est-à-dire double antiagrégation. Ça, vous devez quand même le critiquer parce que ce n'est pas dans les recommandations. Je pense qu'au plus tard, 1 an après le stent, on doit passer en mono, en anti-agrégation, pas double, parce que sous double anti-agrégation, on majore le risque de saignement digestif, d'autant plus qu'elle est sous Préviscan et qu'elle enfin, elle a des AVK et que finalement, elle peut saigner sur tout ça. Et que finalement, même, elle saigne quand même. Et vous voyez bien que elle saigne, mais son INR est quand même dans une limite acceptable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il y avait de l'INR à 6 ou 7 ou à 5.
Donc, on peut quand même penser qu'il y a un problème avec cette double anti-agrégation. Donc, ça, c'est des éléments de lecture critique. Ce n'est pas des questions qui vous sont posées dans le texte, mais c'est des éléments qui comptent quand vous donnez vos réponses, d'avoir ce regard critique sur les épreuves. Pareil, hein, quand on arrive sur des questions comme quelle est votre prise en charge, il faut toujours faire très attention à cette question, je disais, parce que c'est une question que je n'aime pas, moi personnellement, parce que ça veut rien dire du tout et c'est une question très floue. Il faut toujours avoir une approche étagée de cette question-là, c'est-à-dire dire, par exemple, en urgence ce que vous faites, à distance de l'urgence ce que vous faites, et peut-être même en termes de suivi, qu'est-ce que vous proposez comme suivi. Et si jamais une telle question se retrouve à la fin d'une présentation, ça veut dire qu'il faudra faire un gros lien gériatrique et dire ce que vous prévoyez hein, pour cette dame en termes de devenir. Voilà. Parce que c'est quand même une dame très fragile. Hein, c'est ça que j'appelle la lecture critique. C'est une dame très fragile qui a plusieurs antécédents, qui est très vasculaire, qui a eu des embolies pulmonaires. Elle est sous ABK pour embolie pulmonaire. Déjà, ça, c'est un problème parce que techniquement, pourquoi avoir des ABK pour des embolies pulmonaires alors qu'on sait que les indications des ABK maintenant, c'est assez restreint dans la globalité. Donc, ça, c'est aussi une discussion. Donc, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez même proposer des changements thérapeutiques déjà en lisant le cas comme ça. Donc, ensuite, ça, c'est ce que j'ai appelé moi, la lecture critique d'article. Enfin, la lecture critique du sujet, c'est une lecture où vous critiquez ce que vous voyez. Vous commencez déjà à détecter en fait les problèmes. Parce que détecter ces problèmes en amont, ça vous permet de circonscrire votre cas clinique et apporter des réponses vraiment plus adaptées. En fait, c'est une différence qui va se voir parce que dans votre réponse et dans la réponse d'un autre candidat, on va tout de suite savoir qui c'est qui va loin, qui c'est qui cogite en fait. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on s'entend bien? Oui, oui, c'est sur 5. OK, Oui, on est là, parfait. 5. Voilà, deuxième point. Parce que ça, c'est vraiment important. Hein. C'est pour ça que je reviens dessus. J'ai pourtant tout exposé, mais voilà, je reviens dessus. Deuxième point que j'ai mis en orange, c'est le repérage des fragilités et des problématiques gériatriques. Alors, pourquoi je dis fragilité gériatrique? Parce que les fragilités gériatriques, c'est clinique, c'est très souvent clinique, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la polypathologie, la polymédication, hein, tous les soucis avec les ADL, les IADL, et également la marche, l'autonomie, tout ce qui est fonctionnel. Et les problématiques gériatriques. Les problématiques gériatriques, c'est vraiment des problèmes qui sont très, très souvent sociaux et il faut pouvoir les identifier. En fait, comment vous les repérez là? Il faut vraiment chercher parce que, voilà, vous accueillez le patient SAU, il faut toujours chercher comment est-ce qu'elle a fait pour arriver. Est-ce que c'est sa fille qui a déclenché le SAMU ou est-ce que c'est un voisin? Ça, c'est des éléments importants pour vous dire comment est-ce qu'elle vit. Là, chez une dame comme ça, il faudra faire une petite enquête hein, pour savoir comment elle vit, où est-ce qu'elle vit, est-ce qu'elle a des aides à domicile, est-ce qu'elle est isolée socialement, comment est-ce qu'elle fait pour manger à domicile, comment est-ce qu'elle fait pour se déplacer. Donc, le repérage des facilités gériatriques, ça implique que vous, dans vos réponses, vous mentionnez qu'il faut franchement faire une évaluation par l'ergothérapeute, le kinésithérapeute et les assistantes sociales. Parce que finalement, c'est des acteurs qui vont vous aider à bien repérer les fragilités gériatriques pour proposer des solutions après. Parce que si c'est une dame qui est bien entourée au domicile, je pense que le mot de prise en charge après, bien sûr, tout ce qu'on s'est dit sur l'asile, c'est tout, le mot de prise en charge n'est pas pareil que si c'est une dame qui vit seule au 3e étage ou alors au 1er étage, comme c'est souvent le cas, sans ascenseur d'un bâtiment où il n'y a pas d'accès immédiat au transport, sachant que voilà, c'est une dame qui peut-être ne peut plus conduire. Donc là, techniquement, ça vous donne des éléments. Et ce repérage des fragilités gériatriques vous permet d'orienter votre patient parce que finalement, vous avez un patient très fragile, très malade, qui a fait une grosse décompensation cardiaque, que vous tentez d'équilibrer, mais qu'il faudra poursuivre encore cet équilibre hein, avec les cadres fantastiques. Si jamais l'insuffisance cardiaque est en façon de direction altérée, ça dit que ce type de patient, probablement,
à la fin de votre prise en charge, vous prévoyez une sortie en soins de suite et réadaptation gériatrique. Maintenant, ça, c'est ce que j'appelle le repérage des fragilités des problématiques gériatriques. C'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir détecter en détail aussi dans le texte tout ce qui concerne les fragilités et problématiques gériatriques. Parce que dans ces fragilités et problématiques gériatriques, il y a aussi la question de l'observance. Hein. On peut se dire, est-ce que cette dame prenait vraiment son panto, même si on sait que le panto, ça ne peut pas l'empêcher de saigner sous clopidogrel et aspirine, pas forcément, mais on se pose quand même plein de questions. Oui, allô, là j'ai vu que ça s'est coupé, du coup je vous rejoins par mon téléphone, c'est ce que je disais hein, au bout d'un certain temps. Est-ce que vous m'entendez pour terminer? Oui. Oui. Voilà, ok. Heureusement que j'ai vu que ça s'est coupé là, excusez-moi. Maintenant, j'en viens au troisième point hein, de ma dernière diapositive qu'on appelle les réponses adaptées. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une lecture critique du sujet, que vous avez critiqué le texte, que vous avez critiqué les ordonnances, que vous avez critiqué la prise en charge et que vous avez critiqué même les associations thérapeutiques qui sont présentes sur l'ordonnance, vous repérez les fragilités, c'est-à-dire s'il y en a dans le texte, vous les repérez, vous repérez le mode de vie, si c'est possible par le test, mais si ce n'est pas possible, vous mentionnez que vous allez essayer de le repérer par des évaluations des différents professionnels qui interviennent pour ça, c'est-à-dire les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes et les assistantes sociales. Une fois que vous avez fait tout ça, vraiment votre travail de gériatre, c'est de faire le lien, hein, c'est-à-dire entre tout ça, et de pouvoir produire des réponses adaptées. Ces réponses adaptées, il faut les rédiger sur vos copies d'une certaine manière. Ça fait l'objet d'un autre module d'enseignement que nous, on va vous montrer, c'est-à-dire comment présenter votre copie aux EVC, comment rédiger vos idées de façon à ce qu'elles soient comprises par les deux correcteurs qui vont corriger vos copies. Et donc, les réponses adaptées, c'est vraiment là que vous montrez que vous avez fait une lecture critique et que vous avez repéré les fragilités et toutes les problématiques gériatriques. Quand vous produisez une réponse vraiment adaptée, c'est-à-dire une réponse qui n'est pas que je mets du laser, je mets des cartes fantastiques et tout. Quand vous produisez cette réponse adaptée, la différence se voit tout de suite sur votre copie parce qu'on sent que c'est une copie de quelqu'un qui a cogité, qui est allé un peu au-delà du sujet et qui a vu beaucoup de problématiques que ses autres camarades n'auraient pas vues. Donc là, comme par exemple sur ce sujet, on a repéré la problématique du clopidogrel de l'aspirine, on a repéré la problématique de pourquoi elle est sous ABK, alors qu'on pourrait y avoir autre chose qui demande moins de surveillance. On a repéré la problématique voilà, avec la transfusion également, le saignement. On a repéré l'anémie, on a repéré plein de choses qui nous font dire que c'est un patient qui est trop malade et qui idéalement, dans notre prise en charge, finalement, on prévoit de faire une sortie en SSR gériatrique pour lui.